Ben, je vois qu'il y a plusieurs personnes en ligne. Je ne sais pas de quoi a l'air la salle, mais en tout cas, je suis contente d'être avec vous pour cette présentation. Donc, moi, je suis là pour parler du secteur forestier et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, mes travaux de recherche me portent beaucoup sur le carbone forestier. Donc, j'ai fait des présentations au cours des dernières années là, pour présenter mes travaux sur le carbone forestier. Euh, En fait, je voulais vous dire la raison pourquoi je ne suis pas là en personne à Québec, c'est que je suis présentement en année d'études et de recherche, comme on l'a appelé année sabbatique, à Montréal. Donc, je suis à l'École des sciences et de la gestion. Notamment, là, je partage mon temps entre deux départements, dont l'École des sciences de la gestion de l'UQAM pour en apprendre plus sur les aspects économiques de la foresterie, du carbone et des autres secteurs, en fait, l'interaction du carbone de la foresterie avec les autres secteurs. Et donc, bon, le fait que c'est ça que je fais depuis quelques mois, ben, là, ça a influencé notamment le contenu de la présentation que je vais vous faire. L'autre événement qui influence ma présentation, ben, c'est le fait que hier, c'était mon anniversaire. Ça, c'est une photo de mon anniversaire quand j'avais 3 ans. Vous voyez que je n'ai pas changé de coupe de cheveux depuis ce temps-là. Et donc, bon, j'ai eu 48 ans hier. Puis bon, ça commence à être un âge vénérable et ça fait en sorte que je me pose plus de questions. Je remets plus en question les travaux que j'ai faits dans le passé, puis les choses que j'ai dit, la façon de présenter les résultats, puis les conséquences des résultats et de la recherche sur les pratiques, sur les politiques. Donc, ces deux événements-là, ça fait en sorte que, dans le fond, le vrai titre de la présentation que je voudrais vous donner, c'est ben, la fois que j'ai réalisé que, en fait, je me trompais souvent, pas tout le temps, mais souvent. Donc, je vais vous parler bon, mes travaux de recherche, le contexte du carbone forestier, de la forêt, changement climatique, mais notamment des endroits où ben, je pense que j'ai eu des nouvelles réalisations, des nouveaux constats. Voyons. Je vais commencer avec cette image-là. En fait, ça représente l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre du Québec. Donc, les émissions qui font partie du périmètre comptable que le Québec rapporte dans son inventaire année après année. Donc, c'est les données les plus récentes, là, sont celles de 2022. Puis, on voit la différence par rapport à 1990. Et donc, les émissions qui sont rapportées dans l'inventaire du Québec, c'est des émissions en majorité d'origine fossile. Donc, c'est ce qui vient du transport, des industries, du chauffage, où on consomme des énergies fossiles. Ça vient aussi des sites d'enfouissement, production d'électricité, production de chaleur. Donc, c'est des émissions principalement d'origine fossile. Et c'est ces émissions-là qui font l'objet d'une cible de réduction. Donc, les promesses du gouvernement de réduire les émissions, mais ça concerne ces émissions-là qui sont dans son périmètre comptable. Donc, la cible actuelle du gouvernement du Québec, c'est une réduction des émissions de 37,5 par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2030. Donc, selon la loi, le gouvernement est supposé de faire une mise à jour de cette cible-là, d'ici le 31 décembre 2025. Là. Donc, on va peut-être entendre des nouvelles là-dessus. Donc, est-ce que le gouvernement va décider de garder cette cible-là? Est-ce qu'il va l'augmenter? Est-ce que, bon, bref, il y a toutes sortes de scénarios possibles, mais juste pour dire que ces émissions-là, la cible de réduction, elle concerne les émissions qui sont dans le périmètre de cet inventaire-là. Donc, les émissions que vous voyez à l'écran. Un autre aspect important bon, que j'ai appris dans les derniers mois, c'est qu'il y a 75 à 80 des émissions qu'on voit à l'écran qui sont assujetties au système de plafonnement et d'échange des droits d'émission. Donc, ça, c'est le fameux marché du carbone que dont le Québec s'est doté là, il y a quelques années. Donc, il y a 75 à 80 des émissions qu'on voit en 2022, ben, en fait, qui sont gérées, qui sont assujetties à ce système-là. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, le système? Donc, de son acronyme, le SPED.
Donc, c'est que les émetteurs qui sont assujettis au SPED, donc c'est beaucoup les grands émetteurs, l'industrie lourde et autres qui ont des cibles spécifiques, ils doivent avoir un droit d'émission pour chaque émission d'équivalent CO2 qu'ils émettent. Et donc, les différents droits d'émission, ben, c'est soit sous forme d'unités d'émission, donc un permis. Donc, une partie de ces permis-là qui a été distribuée gratuitement par le gouvernement lorsqu'il a établi le SPED. Il y a une autre partie de ces unités d'émission-là qui sont plutôt vendues aux enchères et les émetteurs peuvent aller acheter des unités d'émission, donc pour arriver au total d'émissions qu'ils pensent produire. Donc, il y en a une partie qui sont vendues aux enchères là, 4 fois par année. Il y a une autre partie de ces émissions-là qui peuvent être couvertes avec des crédits pour réduction active, donc des réductions que les émetteurs ont faites là, avant qu'on rentre dans les périodes visées par le marché du carbone. Puis il y en a une autre partie qui peuvent être compensées en fait par ce qu'on appelle des crédits compensatoires. Et donc, les crédits compensatoires, qu'est-ce que c'est? C'est des réductions qui sont faites dans des secteurs qui ne sont pas assujettis par le SPED. Donc, ils ne font pas partie du 75 à 80 là. Bon, il y a certains protocoles dans lesquels on peut faire des réductions d'émissions et les émetteurs qui sont assujettis peuvent acheter ces réductions d'émissions-là, puis ça vient compenser les émissions donc qu'ils auraient dû réduire puis qui ne sont pas arrivés à réduire. Et donc, tout ça se fait aussi dans le cadre d'un marché conjoint avec la Californie. Donc, récemment, la Californie a renouvelé son intérêt de continuer à participer au marché du carbone conjoint avec le Québec, ce qui est une bonne nouvelle, là, considérant les nouvelles aux États-Unis. Il y a l'État de Washington aussi qui est en train de considérer d'embarquer dans ce marché-là entre le Québec et la Californie. Donc, c'est un marché du carbone qui est quand même en bonne santé. Donc, juste pour vous montrer les émissions du Québec, qu'est-ce que ça représente. Donc, la ligne en bleu, c'est les émissions brutes de GES du Québec là, au cours des années. Puis la ligne en vert, bien, ça représente l'effet du marché du carbone, justement le fait qu'on puisse faire des échanges d'unités d'émissions et acheter des crédits compensatoires en Californie. Bien, ça permet aux émetteurs de remplir leurs obligations. Et bon, ça fait en sorte que donc, il y a un effet net de réduction des émissions. Mais il y a une partie de ces réductions-là qui ont lieu plutôt en Californie. Mais comme on fait partie d'un marché conjoint et que c'est des droits d'émission, des unités ou des crédits que les émetteurs québécois ont achetés, ben on les prend en notre compte là, dans notre bilan. Donc, je m'en vais là-dedans pour vous parler de l'idée justement des crédits compensatoires. Donc, vous allez voir le lien avec la foresterie. Donc, les crédits compensatoires qui ont été utilisés au Québec, bon, vous voyez les données pour la période 2013 à 2020. Bon, donc, il y a différents protocoles, différentes façons de créer des crédits compensatoires, donc dans des secteurs non assujettis. Donc, ces crédits compensatoires-là peuvent être faits soit en Californie, soit au Québec. Mais vous voyez, bon, donc la période couverte, ben donc quand c'est indiqué CA, c'est des crédits compensatoires qui ont eu lieu en Californie. Quand c'est QC, bon, c'est les crédits compensatoires qui ont été créés ici au Québec. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout en Californie que les crédits compensatoires ont été créés. Ça, c'est Gavin Newsom là, pour représenter la Californie. Donc, lui, il doit être assez content parce que ça crée l'activité économique dans son État. Donc, la plupart des crédits compensatoires, la grande majorité des crédits compensatoires qui sont utilisés au Québec proviennent de la Californie. Et on voit la partie en bleu, ben, c'est les crédits compensatoires californiens liés à des protocoles de foresterie. Bon, donc, une chose qu'on peut dire avec ça, ben, c'est un peu plate hein, que ça se passe, que les crédits compensatoires se passent surtout en Californie. Et bon, qu'il y en a une grosse partie que c'est des crédits forestiers et que c'est des activités forestières qui ont lieu en Californie, mais qui sont achetées par des émetteurs québécois. Donc, première réalisation qu'on peut avoir en regardant ça, c'est OK, ben c'est un peu plate, hein, parce que ça se passe surtout en Californie. Cela dit, une affaire que j'ai appris et que je voulais vous partager aussi, au-delà du fait que, bon, ça se passe en Californie et tout ça, tu sais, quand on revient à la base de qu'est-ce que c'est un crédit compensatoire, ben, c'est utilisé pour compenser des émissions de GS d'origine fossile. Donc, notamment les crédits forestiers californiens. Donc, c'est de la séquestration qui se passe en forêt. On utilise ça pour compenser des émissions d'origine fossile
émis au Québec. Donc, c'est pas considéré comme une réduction d'émissions, c'est une compensation. Donc, il y a une émission d'origine fossile, puis on dit qu'elle est compensée par une séquestration qui a lieu en forêt, là, notamment en Californie. Donc, les crédits compensatoires ne sont pas là pour réduire les émissions, ils sont là pour réduire les coûts de conformité pour les entreprises qui sont assujetties au SPED. Et donc, ça, c'est un aspect important des crédits forestiers, crédits carbone forestiers. C'est là, sont utilisés présentement pour compenser des émissions d'origine fossile. Donc, c'est un outil de marché pour réduire les coûts pour les entreprises. Et donc, ce n'est pas pour réduire les émissions, c'est un outil de compensation pour réduire les coûts pour les entreprises. Pourquoi c'est important, ce bout-là? Là, je m'en vais plus dans des zones que je connais plus. Il y a beaucoup de littérature qui est sortie dans les dernières années sur cet enjeu-là des crédits compensatoires ou l'idée d'utiliser la séquestration de carbone en forêt pour compenser des émissions d'origine fossile. Donc, c'est le graphique que vous voyez. C'est la situation actuelle où on a des émissions d'origine fossile, puis ensuite, on fait des actions d'aménagement sur le territoire pour venir augmenter la séquestration de carbone, puis on espère que ça va venir finir par balancer les émissions d'origine fossile. Mais donc, beaucoup d'articles ont sorti dans les dernières années, dont celui que je vous montre à l'écran, qui est sorti dans Nature Climate Change, qui disait qu'on fait fausse route quand on utilise la séquestration carbone en forêt pour compenser les émissions d'origine fossile, parce que ça ne nous amènera pas vers une vraie carboneutralité durable. Donc, c'est comme un cul-de-sac dans lequel on s'en va. Une vraie carboneutralité durable, ça serait plutôt que les émissions d'origine fossile sont compensées par de la séquestration géologique, technologique plus permanente. Et la séquestration de carbone en forêt, bien, elle reste vraiment importante. Mais si on est capable d'augmenter la séquestration de carbone en forêt dans différents endroits, en Californie ou ailleurs, il ne faudrait pas voir ça comme une façon de compenser les émissions fossiles, mais plutôt comme une façon de compenser les émissions du système biologique, parce qu'on sait qu'il y a de la forêt qui va continuer à brûler, notamment. Donc, c'est des émissions à l'atmosphère. Bon, il y a certaines pratiques agricoles, ben, on a beau faire du mieux qu'on peut, il va y avoir quand même des pertes de carbone du sol. Et donc, le système biologique, il va continuer à en avoir des émissions à certains endroits dans le monde, mais si on est capable à d'autres endroits d'aménager la forêt pour qu'elle séquestre plus de carbone, ben ça, c'est une façon de compenser les émissions du système biologique. Il ne faut pas le voir comme une façon de compenser les émissions d'origine fossile. Et donc, toute la question des crédits compensatoires qui sert à compenser les émissions d'origine fossile, mais c'est remis beaucoup, beaucoup en question dans la littérature scientifique, là, dans des articles récents là, des 4-5 dernières années. Donc, ça, c'est une réflexion qui se passe à l'échelle mondiale, mais elle est reflétée quand même dans des réflexions qui se passent ici au Québec. Donc, une autre chose que je fais que j'ai fait dans ma dernière année, c'est que je fais maintenant partie du comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Et donc, ce comité-là a publié un rapport il y a quelques mois sur la décarbonation de la société québécoise. Bon, je ne faisais pas partie du comité à cette époque-là, mais donc, ils ont fait des recommandations quand même en lien avec les fameux crédits compensatoires dans le marché du carbone québécois puis le marché conjoint avec la Californie. Et le comité recommandait d'éliminer totalement le recours aux crédits compensatoires pour les fins de conformité là, des émetteurs assujettis au SPED. Et donc, on veut enlever la possibilité pour les émetteurs d'acheter des crédits compensatoires. Et donc, ils devront acheter des unités d'émission ou réduire leurs émissions, donc trouver d'autres moyens, les autres outils qui existent dans le marché, plutôt qu'utiliser les crédits compensatoires. Donc, ça, c'était une recommandation. Et une de cette recommandation-là, elle vient notamment du fait que, ben, il y a beaucoup des crédits compensatoires actuellement qui sont achetés en Californie, puis c'est des crédits forestiers dont la qualité a quand même été remise en doute beaucoup dans la littérature. Et l'autre recommandation, en fait, de ce rapport-là, c'était que ben, toute la base réglementaire et les protocoles de crédit compensatoire qu'on a présentement au Québec, ben, on peut les garder, mais au lieu de les utiliser comme outils de compensation, on les utiliserait plutôt comme outils de réduction des émissions dans ces secteurs-là. Donc, des crédits forestiers, ben, ça servirait à réduire les émissions du secteur forestier notamment. Et donc, c'était des recommandations que le comité a faites. Et en octobre 2024, le ministère de l'Environnement
a eu l'air de reprendre en partie, là, dans un de ses avis, ces recommandations-là, puis il envisage de réduire l'utilisation des crédits compensatoires là, dans son marché du carbone et plutôt de les transformer en actions de réduction des émissions. Donc, ça ne soit plus vu comme de la compensation des émissions fossiles, mais plutôt comme une action de réduction des émissions. Et donc, on voit là la tendance au Québec qu'on arrêterait d'utiliser la compensation des émissions d'origine fossile par la séquestration par les forêts ou la séquestration biologique et qu'on verrait plutôt la séquestration par les terres, par les forêts comme un outil de réduction des émissions, puis plus comme un outil de compensation. Donc, c'est comme en lien quand même avec la littérature mondiale. Pourquoi ça serait important de... Donc, l'idée que la forêt ne serait plus un outil de compensation, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête les efforts, tous les travaux sur le carbone forestier, puis on arrête d'essayer de trouver des solutions d'augmentation de la séquestration du carbone en forêt ou de réduction des émissions liées à l'aménagement forestier. Donc, ce n'est pas jeter la serviette sur le rôle du secteur forestier dans la lutte contre les changements climatiques. C'est plutôt de dire qu'on arrêterait de voir ce rôle-là comme un outil de compensation, mais plutôt comme un outil, ben, le secteur forestier, ben, il peut contribuer globalement à la lutte contre les changements climatiques. Ici, ce que je vous montre, c'est le bilan carbone des terres au Québec, donc incluant les forêts. Donc, ça, présentement, ça ne fait pas partie du périmètre comptable de l'inventaire GES du Québec. Ce n'est pas visé présentement par les cibles de réduction, donc la réduction de 37,5 ça ne concerne pas les émissions liées aux terres. Ça concerne juste les émissions d'origine fossile. Donc, le Québec, pour la première fois cette année, a publié en annexe son bilan GES de son secteur des terres, même s'il ne fait pas partie de son périmètre officiel. Donc, ce qu'on voit là-dessus, c'est que, bon, les lignes en vert, c'est le puits carbone des forêts du Québec. Donc, les forêts qui sont sous aménagement. Donc, on voit les lignes sont dans des valeurs négatives. Donc, ça montre que globalement, les forêts sous aménagement sont globalement un puits carbone au Québec. Donc, ce qui est une bonne nouvelle. La grosse parenthèse, c'est que ça exclut les perturbations naturelles. Donc, dès qu'un hectare de forêt passe au feu, on l'exclut de notre bilan. Donc, ça serait une discussion pour un autre moment. Mais bon, ce qu'on voit quand même, c'est que les forêts sous l'action humaine, là, si on exclut les perturbations naturelles, c'est globalement au Québec un puits carbone, ce qui est une bonne nouvelle. Cela dit, on voit que les lignes en jaune, c'est les émissions liées aux produits du bois. Donc, tout le bois qui est récolté au Québec depuis plusieurs décennies, mais on calcule c'est quoi les émissions liées à la dégradation de ces produits du bois. Là, quand ils sont en fin de vie, ils vont se ramasser dans les sites d'enfouissement ou autres, et donc ils vont avoir des émissions à l'atmosphère. Et donc, on voit les émissions que ça cause. Et hélas, ces émissions-là sont plus importante que la séquestration carbone en forêt. Et donc, au total, le bilan net des terres, qui est beaucoup influencé par le secteur forestier, comme vous voyez, au Québec, donc au total, notre secteur forestier est plutôt une source d'émissions à l'atmosphère. D'où l'intérêt de continuer à travailler sur le carbone forestier et les façons de réduire les émissions, d'augmenter la séquestration, parce qu'on en a besoin notamment pour compenser les émissions liées aux produits du bois. Il faudrait, si on a des moyens d'augmenter le puits carbone en forêt, de notre forêt québécoise, ça serait une bonne nouvelle aussi pour venir compenser les émissions venant des produits du bois, mais aussi les émissions venant des feux ou au Québec, mais ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde. Donc, la forêt québécoise fait partie de l'ensemble du système biologique de la planète au complet. Puis, si on peut faire des bonnes actions ici qui peuvent venir aider le bilan global de la planète, mais il faut qu'on le fasse. Donc, ça reste important de regarder les actions qu'on peut faire dans le secteur forestier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit plus comme un outil de compensation qu'on jette la serviette. Ça reste important de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour séquestrer, stocker plus de carbone en forêt, pour stocker du carbone dans les produits du bois, puis que ces produits du bois-là répondent aux besoins des sociétés en matériaux et en énergie et qui peuvent venir substituer les produits d'origine fossile. Donc ça, c'est une diapo que je traîne depuis longtemps. Là, vous l'avez peut-être déjà vu dans mes travaux précédents. Donc, c'est important de continuer à travailler sur le carbone forestier. Donc, ici, je vous montre dans ces travaux-là sur le carbone, dans les premières études que j'ai publiées là-dessus, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est
l'évolution des stocks de carbone en forêt suite à la coupe. Donc, ça vient des données de la forêt Montmorency. Et donc, la forme de cette courbe-là, bon, c'est spécifique à la sapinière de la forêt Montmorency. Cela dit, ça ressemble à la courbe. La forme de la courbe, elle se ressemble dans les autres forêts. C'est juste sa hauteur, sa pente n'est pas exactement la même, mais c'est la forme de la courbe se ressemble même dans les autres forêts. Et ce qu'on voit, donc ça, c'est une forêt suite à une coupe totale, donc à l'année zéro. Et donc, ce qu'on voit, c'est que suite à une coupe, la forêt devient globalement une source de CO2 à l'atmosphère parce qu'on a des débris, on a un peu de perturbation du sol, il y a de la décomposition, ça crée des émissions à l'atmosphère et la photosynthèse n'est pas encore assez forte pour venir compenser ces émissions-là venant de la décomposition. C'est juste après quelques décennies que la séquestration la photosynthèse faite par les arbres devient assez importante pour venir compenser les émissions liées à la décomposition. Donc, à chaque fois qu'on coupe un hectare de forêt, bien, on crée une petite source de CO2 à l'atmosphère qui dure plus ou moins longtemps là, selon le type de forêt. Et donc, cet effet-là, l'espèce de creux comme ça, je l'appelle la vallée de la mort. Là, quand on coupe une forêt, là, on a cet effet-là de vallée de la mort pendant laquelle la forêt est plutôt une source de carbone à l'atmosphère. Donc, quand on prend ces travaux-là à l'échelle du site et qu'on les rapporte à l'échelle du paysage, donc ça, c'est des travaux qu'on a publiés il y a quelques années, bien, le fait qu'à chaque fois qu'on coupe un hectare de forêt, bien, il devient une source de carbone, mais ça fait en sorte que quand on simule des scénarios d'aménagement qui diminuent ou qui augmentent la récolte, bien, on a un effet direct, c'est que si on dit qu'on simule, qu'on diminue la récolte, mais ça fait diminuer les émissions à l'atmosphère parce qu'il y a moins d'hectares de forêt qui rentrent dans la vallée de la mort. Quand on simule une augmentation de la récolte, bien, ce que ça fait en sorte, c'est que ça donne plus d'émissions à l'atmosphère parce qu'on a plus d'hectares de forêt qui rentrent dans la vallée de la mort, qui sont des sources de carbone à l'atmosphère. Donc, on a une relation assez directe. On diminue la récolte, ça va bien, le puits carbone en forêt augmente. Si on augmente la récolte, bien, le puits carbone en forêt diminue, puis les émissions augmentent. Donc, ça, c'est des travaux, bon, on l'a testé de différentes façons, puis on arrive toujours à ce résultat-là. C'est un résultat auquel arrivent d'autres chercheurs aussi, là, notamment ici, c'est une étude là, qui a été publiée dans Nature il y a quelques années avec un modèle de simulation qui ressemble beaucoup à ce que nous, on a utilisé, mais ils l'ont utilisé, eux, à l'échelle de la planète. Puis là, ils simulent que ben, si on augmente la récolte, ben, il y a plus d'émissions à l'atmosphère. Donc, ils arrivent à un résultat à peu près semblable. L'augmentation, on conclut que l'augmentation de la production de bois causerait des émissions importantes à l'atmosphère. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais l'approche qui est utilisée dans cette étude-là, qui a été publiée en 2023, et aussi dans mes travaux jusqu'à présent, on tient compte seulement du contexte biophysique de la foresterie. C'est qu'on voit, on fait juste dire, ben là, on augmente la récolte. Ben là, on augmente la récolte, tout ce que ça fait, c'est que ça augmente les émissions parce que c'est ça qui se passe en forêt. Bien là, récemment, cette approche-là, elle a été beaucoup critiquée par d'autres groupes de scientifiques, dont celui que je vous montre à l'écran. Là, ça, c'est une gang, c'est des Américains, mais il y a eu des critiques semblables qui viennent d'ailleurs, qui disent que cette approche-là, de voir la forêt simplement comme une machine biophysique, où ce que, ben là, la récolte, tout ce que ça fait, c'est que ça augmente les émissions à l'atmosphère, mais c'est une approche qui ne représente pas la réalité. Et donc, eux, ils suggèrent d'autres façons de modéliser, de simuler l'impact carbone de l'aménagement forestier qui est plus lié au fait, c'est pourquoi qu'on fait de l'aménagement forestier. Mais on fait de l'aménagement forestier parce qu'on veut fournir des matériaux, des énergies renouvelables pour répondre aux besoins humains. Les décisions d'aménagement, ils ne se prennent pas un hectare par un hectare, ils se prennent à l'échelle d'un paysage. Et donc, on va prendre une décision d'aménagement sur un hectare de forêt, mais en ayant en tête ce qui se passe ailleurs sur le territoire. Donc, ce n'est pas juste l'hectare, chaque hectare qu'on va couper, il n'est pas juste jugé par lui-même. On le met dans un ensemble plus grand parce qu'on va venir aménager à l'échelle du paysage. Ce qui n'est pas vraiment quelque chose qui est pris en compte dans les modèles de simulation que moi j'utilise puis que l'autre gang utilisait aussi. Un autre aspect important qui est dans les critiques de l'approche que moi j'utilisais, c'est que, dans le fond, la forêt actuelle bien, est issue des décisions passées, puis les décisions
d'aménagement qu'on prend présentement, mais ça va venir influencer la forêt future. Donc, ça va venir influencer l'approvisionnement en bois futur. Ça va venir influencer les décisions d'aménagement futures aussi. Donc, c'est pas quelque chose, une année qui se passe. On décide de couper là. Bien, décider de couper, bien, ça a une conséquence, une influence sur ce qui va se passer plus tard. Puis les autres décisions de sylviculture aussi, la plantation, les éclaircies, décider de protéger un hectare de forêt. Bien, toutes les décisions qu'on prend maintenant, ça a une influence sur les décisions futures. Et donc, les décisions d'aménagement influencent l'approvisionnement en bois actuel et aussi futur. Et donc, l'aménagement forestier, c'est pas purement biophysique, et vous le savez plus que moi, c'est beaucoup, ça fait partie d'un système social, d'un système économique. Ce qui n'est pas pris en compte tant que ça dans les modèles, en fait, ce qui n'est pas pris en compte du tout dans les modèles carbone là, que moi j'utilisais, puis qui étaient utilisés, puis qui montrent qu'à chaque fois que tu décides de récolter plus, bien, tout ce que ça fait, c'est de causer des émissions de plus. Ici, c'est d'autres travaux qu'on a publiés là, un peu plus récemment avec un autre modèle carbone qui corrige quelques-uns des problèmes mentionnés précédemment, mais pas tous. Donc, il est un peu plus à l'échelle du paysage. Donc, on a utilisé le calcul de possibilités forestières, donc qui tient compte de l'effet d'une décision d'aménagement actuelle sur le niveau de récolte futur. Puis donc, avec ces travaux-là, on avait conclu que donc, la ligne en pointillé en noir, donc encore une fois, c'est pour la forêt Montmorency. La ligne pointillée en noir, c'est le cours normal des affaires. Donc, si on faisait juste appliquer la réglementation actuelle à la forêt Montmorency, donc, ben, on voit que les valeurs sont en dessous de zéro. Donc, on est capable de maintenir le puits carbone en forêt. Cela dit, si on voulait réduire les émissions ou augmenter la séquestration pour la forêt Montmorency, mais ce qui marche le mieux, ça serait d'arrêter la récolte complètement. Mais ça, c'est le problème du modèle que je vous dis. Bien là, dès qu'on dit qu'on arrête de couper, bien, on arrête d'envoyer des hectares dans la vallée de la mort. Donc, c'est sûr que ça crée, ça augmente le puits carbone en forêt. Donc, ce résultat-là n'est pas si surprenant que ça parce qu'il est implicite dans nos résultats là, à l'échelle du site. Donc, c'est ça qu'on concluait aussi à l'échelle du paysage. À plus long terme, en fait, ce qu'on voyait, cela dit, c'est que la meilleure solution à plus long terme, c'était pas nécessairement de réduire la récolte, mais c'était de changer la façon qu'on faisait la récolte. Donc, si on faisait plus de coupes partielles, plus de plantations dans les premières décennies, mais c'est ça qui permettrait à plus long terme de garder le meilleur puits carbone à plus long terme. Donc, dans ces travaux-là, on avait quand même une approche où on tenait compte de l'effet futur là, de nos décisions d'aménagement forestier. Donc, c'était déjà, je pense, un peu mieux. Cela dit, ce qu'on n'a pas tenu compte là-dedans, c'est que ben, si on arrête la récolte à la forêt Montmorency, là, ben, donc c'est du bois en moins qui va s'en aller sur les marchés. Donc, ça va être quoi l'impact de ne plus envoyer de bois sur les marchés? Comment est-ce que les marchés vont s'ajuster à ça? Bon, vous pouvez dire, ben, la forêt Montmorency, vous n'êtes pas si important que ça, là. C'est pas grave, même si vous n'envoyez plus votre 20 000 mètres cubes de bois, ça ne changera pas grand-chose. Mais si on met ça à une échelle plus grande, c'est arrêter de récolter, ben, ça va probablement avoir un effet ben, sur le prix du bois, sur la consommation d'autres produits, sur la récolte peut-être sur d'autres territoires. Comment l'aménagement sur les autres territoires vont-ils s'ajuster? Est-ce que ça veut dire qu'on va faire peut-être plus de plantations, plus de sylviculture plus intensive pour assurer une production de bois à plus long terme pour venir compenser le fait qu'on a une partie du territoire qu'on a mis sous cloche de verre, qu'on arrête d'aménager. Donc, ça, cet effet-là, de l'effet à l'extérieur des frontières de la forêt Montmorency, ça, on n'en a pas tenu compte dans notre modèle. Puis même dans notre scénario, qu'on disait le meilleur scénario à plus long terme, l'idée de faire, plus de coupes partielles, plus de plantations, bien là, on prend pour acquis que la demande en produits du bois va être exactement la même maintenant puis dans le futur. Les pratiques d'aménagement, l'offre de bois va rester exactement le même, ce qui n'est probablement pas le cas. Là. Il y a des grosses chances que les façons de faire la coupe partielle, par exemple, évoluent avec le temps, que les marchés du bois vont évoluer aussi avec le temps. Donc, tout l'aspect économique de l'aménagement forestier, bien, il n'est pas tenu en compte dans nos travaux. Ce qui est important de réaliser, c'est que quand l'aménagement forestier va fournir des matériaux, de l'énergie aux sociétés humaines, ben, ça fait partie d'un flux global, d'un flux mondial de produits du bois. Donc, on exporte aux États-Unis, on exporte vers d'autres pays. Puis, quand on fait des changements
à un endroit, mais ça a des chances d'avoir des conséquences ailleurs. Bien là, si on fait des changements juste à la forêt Montmorency, bon, c'est peut-être pas si important que ça, mais si ce qu'on fait à forêt Montmorency commence à influencer les pratiques au Québec, bien là, ça commence peut-être à avoir une importance sur les flux de produits, l'aménagement forestier à une échelle plus importante dans d'autres provinces, aux États-Unis, en Europe et autres. Et donc, il faut penser à l'interconnexion des décisions d'aménagement, ce qu'on ne faisait pas du tout dans nos calculs carbone jusqu'à présent. Ici, ce que je vous montre, c'est des résultats de travaux. En fait, là, c'est la gang d'Américains qui ont développé un modèle qui tient compte de l'aspect biophysique du carbone, mais qui tient compte aussi de l'aspect économique, donc les interrelations entre les marchés puis des décisions d'aménagement. Donc, juste pour vous montrer, ce qu'ils ont testé avec ça, c'est deux pratiques pour augmenter les stocks de carbone à l'échelle du site. Donc, ce qu'on peut faire pour augmenter la quantité de carbone, on peut augmenter la révolution de coupe ou on peut augmenter la superficie de forêt qu'on met sous conservation. Donc, ils ont testé, eux, ces deux effets, ces deux pratiques-là dans différentes régions du monde, puis ils ont regardé l'effet que ça avait à l'échelle globale. Et ils ont testé aussi différents niveaux d'implantation de ces pratiques-là. Donc, si on les fait juste un peu, de plus en plus, on les fait vraiment beaucoup. Donc, soit augmenter la révolution de coupe ou augmenter la superficie de forêt sous protection. Donc, si on regarde le résultat pour la forêt boréale, donc, je vous l'ai encadré. En fait, quand on a des valeurs au-dessus de la ligne de zéro, ça veut dire que l'action augmente les émissions de carbone et réduit la séquestration de carbone. Donc, c'est ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Puis quand il y a des résultats en bas de la ligne de zéro, ça veut dire que ces actions-là vont permettre de réduire les émissions, d'augmenter la séquestration de carbone, encore une fois, à l'échelle mondiale. Donc, c'est ce qu'on veut. On va avoir des points en bas de la ligne de zéro. Et ce que ces travaux-là montrent, c'est quand même assez intéressant parce qu'ils ont tenu compte justement du fait de prendre des décisions d'aménagement. Si on prend des décisions d'aménagement en forêt boréale, bien, ça va avoir des conséquences sur d'autres forêts ailleurs dans le monde parce que les marchés du bois sont quand même assez reliés. Ça va venir influencer les décisions d'aménagement sur d'autres territoires. Et donc, ce qu'ils ont conclu, c'est que si on augmente la superficie de forêt sous conservation en forêt boréale, bien, ça va augmenter globalement la séquestration carbone. Ça va réduire les émissions de carbone à l'échelle mondiale parce que si on met de la forêt sous protection, on va investir plus en sylviculture dans d'autres territoires plus productifs et ben, peut-être dans la forêt tempérée, dans la forêt du sud du Québec, par exemple, ou dans d'autres territoires. Et au total, ben, ça va faire augmenter la séquestration. Donc, la conservation de la forêt boréale, ça peut être quand même une bonne idée. À l'inverse, si on augmente la révolution de coupe dans la forêt boréale, bien ça, globalement, ça va réduire la séquestration et augmenter les émissions de carbone parce que ça va venir déplacer la récolte vers des territoires qui sont moins favorables. Donc, ce n'est pas nécessairement des résultats qui sont si instinctifs que ça, mais qui nous montrent l'effet d'une décision d'aménagement sur d'autres territoires. Puis ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'avait pas tenu en compte et donc qui vient vraiment nuancer nos résultats, parce qu'on regarde juste la partie biophysique, mais là, si on se projette plutôt dans le système économique, ça vient changer beaucoup les résultats. Donc, c'est une des raisons pourquoi je me suis aperçue que je me trompais avec mes résultats, que je me trompais en partie avec mes résultats de recherche. Une autre façon, ce que je me suis trompée avec mes résultats de recherche, ce que je montre ici, c'est nos travaux sur la fameuse dette carbone quand on utilise la biomasse forestière pour la production de bioénergie. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans le fond, nos travaux que nous, on a fait, puis que d'autres ont fait aussi, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on se met à utiliser de la biomasse forestière pour faire de la bioénergie en remplacement d'une énergie fossile, ça prend du temps avant d'avoir un bénéfice à l'atmosphère, avant d'avoir une vraie réduction des émissions à l'atmosphère. Ça prend du temps parce que la biomasse forestière, elle n'est pas dense en énergie, puis on vient remplacer une énergie fossile qui est très dense en énergie. Et donc, on a pendant quelques années ce qu'on appelle la dette carbone, donc une période de temps dans laquelle les émissions à l'atmosphère sont plus importantes que dans le scénario fossile. Donc, on a publié beaucoup là-dessus, moi, mes collègues, pour dire, ben là, il y a différentes façons. Il y a plusieurs projets de biomasse forestière pour la bioénergie qui vont créer une dette carbone plus ou moins longue, puis il y a certains scénarios qui sont meilleurs que d'autres. Et ça, c'est vraiment en regardant le bilan biophysique puis des émissions de GES dans le scénario bioénergie puis dans le scénario fossile.
Encore une fois, il y a une gang qui ont pris ces résultats-là biophysiques, mais qui les ont projetés dans le système économique. Parce que l'idée de faire de la biomasse pour la bioénergie, mais encore une fois, ça va avoir des impacts sur la façon qu'on fait l'aménagement forestier. Si tout d'un coup, on rajoute un produit du bois dans le panier de produits du bois qu'on va chercher, bien, ça se peut que ça vienne changer les autres décisions d'aménagement, qu'on vienne aménager différemment ou récolter différemment la forêt si tout d'un coup, il y a un intérêt pour la biomasse et le marché de la bioénergie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne prenait pas en compte. Et donc, l'équipe, les travaux que je vous montre à l'écran, eux, ils ont simulé, donc sur l'axe des X, c'est l'augmentation de la demande globale en biomasse forestière pour la bioénergie. Encore une fois, là, dans ce cas-là, c'est simulé à l'échelle du monde. Bien là, si qu'est-ce qui se passe si on augmente l'intérêt, la demande pour la biomasse forestière pour la production de bioénergie? Et donc, il y a un gros modèle qui vient voir si on augmente la demande, bien, comment ça vient changer le prix des produits du bois, les pratiques d'aménagement forestier, puis c'est quoi l'impact carbone de tout ça. Donc, dans leur modèle, ils ont simulé ça. Ils ont regardé comment une augmentation de la demande en biomasse forestière pour la bioénergie, ça vient influencer le prix global des produits du bois, parce que le fait d'avoir un nouveau produit, bien là, ça peut créer de la compétition pour la fibre pour d'autres produits. Ça peut augmenter l'intérêt pour d'autres produits du bois aussi. Donc, ça a un effet sur les produits le prix global des produits du bois, bioénergie et autres produits. Puis ensuite, ils ont regardé l'impact carbone de tout ça, donc la fameuse dette carbone. Et là, ce qu'ils ont conclu, c'est que si la demande globale en biomasse forestière pour la bioénergie reste assez basse, donc vous voyez, si elle n'augmente pas beaucoup, là, si l'augmentation est le taux d'augmentation reste entre 0 et 1 ben les projets de bioénergie, ils vont avoir une très longue dette carbone qui ne sera jamais remboursée, dans le fond, qui va durer des décennies et des décennies. Donc, une dette carbone permanente. Donc, les projets de bioénergie qui sont créés dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de demandes pour la bioénergie, ben, ce pas des bons projets d'un point de vue de lutte contre les changements climatiques. Cela dit, si on est dans un contexte où la demande en biomasse est plus importante, mais là, ça va avoir des effets sur la façon qu'on aménage la forêt, sur les investissements qu'on fait, sur la protection des forêts qu'on fait. Et dans certaines circonstances, bien, ça va amener plutôt des projets qui vont avoir des vrais bénéfices de réduction des émissions de carbone. Puis donc, ils ont simulé plein de scénarios. Puis là, ils ont vu que certains de ces scénarios-là, bien, en fait, avec une demande élevée en biomasse forestière pour la bioénergie, donc, si on a une augmentation mondiale de la demande en biomasse forestière qui est assez importante et que cette demande-là, elle fait en sorte que le prix global des produits du bois augmente, bien, c'est là qu'on va avoir les plus grands et les plus rapides bénéfices en termes de réduction des émissions de carbone. Et donc, on s'éloigne de la façon traditionnelle de voir la dette carbone. Bien, on a un projet sacré des émissions, c'est qu'on regarde plutôt l'impact d'avoir une demande pour ce produit-là, l'impact que ça a sur les pratiques d'aménagement forestier plus large, sur l'intérêt qu'on met aux forêts, sur l'intérêt qu'on va mettre pour les autres produits du bois, l'investissement qu'on va faire dans les autres produits du bois. Et là, quand on prend tout ça en compte, bien là, tout d'un coup, ça donne un portrait différent, plus nuancé de l'utilisation de la biomasse forestière pour la bioénergie. Puis encore une fois, c'est quelque chose qu'on tenait pas en compte du tout dans mes projets de recherche, dans ma recherche jusqu'à tout récemment. Je regardais juste l'aspect biophysique des émissions carbone en forêt, d'un produit, et bon, comparé aux émissions fossiles, mais cet effet-là, que ça vient influencer les décisions d'aménagement, c'est pas quelque chose qu'on prend en compte, mais on voit que ça donne un portrait quand même différent. Bon, une autre façon que je voulais finir avec ça, une autre façon que je me suis aperçue que j'avais probablement tort aussi. Je reviens avec cette diapo-là, donc nos travaux à la forêt Montmorency. Bon, on concluait qu'à plus long terme, un même niveau de récolte. On pouvait garder le même niveau de récolte, mais c'est important de faire la récolte différemment, donc de favoriser plutôt les coupes partielles. Donc, c'est un résultat de recherche dont j'étais assez contente. Donc, j'ai parlé beaucoup. Bon, ça serait une bonne idée d'augmenter l'utilisation des coupes partielles parce que ça permet de réduire au total les émissions, d'augmenter la séquestration carbone en forêt. Et donc, l'idée de remplacer la coupe totale par la coupe partielle, là, c'est vu comme, mon Dieu, là, quelque chose de donc bien fantastique qu'on devrait faire. Et donc, j'ai parlé assez souvent.
Et dans le fond, ces résultats-là, qui viennent de notre modélisation, ben, sont notamment dus au fait que ben, quand on simule une coupe totale, ben, on a la fameuse vallée de la mort. Donc, si on fait un hectare de coupe totale, on a la vallée de la mort, on a des émissions à l'atmosphère. Dans les modèles de simulation, quand on simule la coupe partielle, ben, les modèles, comme le modèle qu'on utilise au Québec, au Canada, là, le modèle CBM-CFS, ben, ce qu'il simule, c'est que si on fait une coupe partielle plutôt qu'une coupe totale, il simule moins de débris ligneux et moins d'émissions de décomposition, puis il simule une croissance importante des arbres. Et donc, plus de photosynthèse, moins de décomposition. Donc, dans les modèles, quand tu fais de la coupe partielle, il n'y en a pas de vallée de la mort. Donc, c'est sûr que si tu lui dis, tu compares un scénario de coupe totale puis un scénario de coupe partielle, bien, là, il va dire que le scénario de coupe partielle est bien meilleur parce que tu n'as pas d'émission à chaque hectare de coupe que tu fais avec la coupe partielle alors que tu en as avec la coupe totale. Ça, c'est les résultats de la modélisation. Cela dit, récemment, on a fait une étude où ce qu'on a comparé les effets réels terrain de la coupe partielle par rapport à la coupe totale. Donc, on a utilisé une approche qu'on appelle la méta-analyse, où on prenait des résultats un peu partout dans le monde, puis qu'on on les compile pour essayer de comprendre l'effet de la coupe partielle, la coupe totale sur les stocks de carbone. Et ce qu'on s'est aperçu, en réalité, c'est que, contrairement à ce que notre modèle nous dit, après coupe partielle, il y en a quand même des débris ligneux. Il y en a presque autant, là, vous voyez le graphique du bas, là, il y en a autant qu'après une coupe totale. Donc, il y en a et la dynamique du bois mort après coupe partielle semble assez semblable que celle après coupe totale. Donc, il y en a probablement des émissions liées à la décomposition des débris ligneux aussi après une coupe partielle. Donc, on ne sort pas complètement de la vallée de la mort. Et l'accumulation de carbone dans les arbres résiduels après une coupe partielle, ben, d'après les données terrain, elle est moins haute que ce qu'on pensait, que ce que les modèles nous suggèrent. Et quand on regarde les données, l'accumulation de carbone semble plutôt lente, peut être plutôt lente après coupe partielle. Donc, sur le terrain, dans la vraie vie, l'idée d'utiliser la coupe partielle au lieu de la coupe totale, c'est probablement que ça ne nous évite pas complètement la fameuse vallée de la mort. Donc, notre grand optimisme par rapport à la coupe totale est peut-être pas tout à fait justifiée, ou en tout cas, ça suggère peut-être que les modèles sont trop optimistes. Donc ça, c'est une réalisation que j'ai eue il y a quelques mois. Et donc, la coupe partielle, c'est pas une façon de sortir de prison, get out of the jail free. Cela dit, encore plus récemment, j'ai des collègues, donc là, je commençais à remettre en doute l'idée de la coupe partielle, mais là, j'ai des collègues qui viennent de publier une méta-analyse, eux, qui ont regardé l'effet de l'éclaircie, donc c'est une forme de coupe partielle, l'effet de l'éclaircie sur la résistance, la résilience des peuplements à différentes perturbations naturelles. Et ils ont remarqué, encore une fois, ils ont regardé des études partout dans le monde, et ils ont remarqué, donc, quand vous avez des points à droite de la ligne de zéro, ça veut dire que l'éclaircie augmente la résistance ou la résilience des peuplements à différentes perturbations, dont la sécheresse, la maladie par les insectes, le chablis, le feu. Et au total, il conclut que des forêts qui sont éclaircies sont plus résilientes et plus résistantes aux perturbations naturelles. Donc, dans un climat changeant, on envisage que ces perturbations-là vont être plus importantes. Ben, l'idée de faire des coupes partielles, des éclaircies, ben, ça pourrait aider ces forêts-là à mieux survivre. Et donc, probablement que ça aide aussi leur puits de carbone. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas pris en compte dans ma propre méta-analyse et dans mes résultats passés. Donc, c'est juste pour dire que les conclusions rapides sur la base d'une étude, là, il faut être prudent avec ça. Je vais passer vite juste je vois que le temps qui passe. Je voulais juste finir avec ça, là, une autre façon où je pense que j'ai raison, mais ça se peut que j'ai tort, là, c'est les travaux qu'on a faits sur la plantation d'arbres sur les terres agricoles abandonnées. Donc, on avait conclu que de laisser aller la succession naturelle sur les terres agricoles abandonnées ou de planter des arbres, ben, d'un point de vue séquestration carbone, c'était équivalent. Donc, c'est une étude qu'on a faite sur le terrain en Abitibi. On arrivait au même résultat que tu laisses aller la succession naturelle ou que tu plantes des arbres, on arrivait au même résultat, même quantité de carbone après 50 ans. Puis là, ça m'a amené à conclure que la plantation, bien, ça n'avait pas de bénéfice additionnel par rapport à juste la succession naturelle. Ça n'avait pas de bénéfice carbone. Parce que la succession naturelle sur les terres agricoles au Québec, elle est très vigoureuse parce que c'était des anciennes terres forestières qu'on a converties, mais qui redeviennent facilement des terres forestières.
Ces résultats-là, j'ai reçu toutes sortes de messages par rapport à ces résultats-là. Ils ont soulevé beaucoup les passions. Puis un des points, c'est que ben, la plantation, c'est bien plus facile d'avoir une stabilité puis une prévisibilité en termes de produits du bois avec une plantation par rapport à des espèces diverses, tu sais, des arbres pas nécessairement beaux qu'on n'est pas capable de transformer avec une succession naturelle. Donc, la plantation est sûrement meilleure d'un point de vue produit du bois, ce qui est certainement vrai dans le contexte actuel de notre capacité de transformer le bois. Cela dit, c'est pas dit que dans quelques années, on ne trouvera pas des moyens de valoriser les espèces qu'on retrouve en succession naturelle. Puis un autre aspect, c'est que ben, cette diversité-là d'espèces qu'on retrouve et de structures qu'on trouve sur la succession naturelle, ben, ça se peut que ça rende les forêts plus résilientes face à un climat changeant par rapport à une plantation qui brûle peut-être facilement. Ben donc, tout ça pour dire que c'est au-delà de juste la question du stockage de carbone, mais il faut qu'on mette ça encore une fois dans le contexte plus large du système économique. OK, bien là, côté produit du bois, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec une plantation? Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec une succession naturelle? Et ensuite, dans un contexte de changement climatique, mais comment que ces systèmes-là vont évoluer là, dans un climat changeant. Euh, donc, juste pour dire, c'est toutes les façons que je me suis trompée au cours des dernières années. Bon, quand on voit ça, une stratégie possible, c'est de paniquer, là, ce que j'ai peut-être fait un peu dans les dernières semaines. Bon, de juste ignorer bon, le fait qu'il y a peut-être des études qui viennent contredire ou mes résultats passés, de fuir peut-être, ou de continuer à faire de la recherche pour essayer de comprendre mieux, puis de mettre nos résultats de recherche, de faire plus de recherche, de les mettre dans un contexte plus large pour amener le portrait le plus réaliste possible là, du rôle de la foresterie dans un contexte des changements climatiques. Puis, ce que je m'aperçois, en fait, une des conclusions que j'arrive à presque toutes les travaux, même quand on regarde la forêt dans un contexte économique, mais une des conclusions, c'est qu'il y a un formidable rôle pour la sylviculture puis pour le génie forestier parce que les décisions d'aménagement, ben, c'est ça qui fait le plus de différence sur la séquestration carbone. Quand on fait de la meilleure foresterie, quand on fait plus de sylviculture, quand on s'intéresse plus à nos forêts, ben, c'est toujours là qu'il va y avoir plus de carbone qui va en sortir. Donc, pour conclure, donc mes messages principaux, en fait, mes réalisations principales au cours des derniers mois, c'est que je me suis rendu compte que la foresterie, ça doit être vu plus, ça doit être beaucoup plus que juste un outil de compensation des émissions fossiles. Faire attention à la façon dont on interprète les résultats de recherche sur le carbone. Donc, méfiez-vous la prochaine fois que vous m'entendez. Pour voir la foresterie, c'est pas juste un système écologique, biophysique, mais c'est aussi un système économique. C'est important de regarder plus globalement ces deux choses-là parce que fondamentalement, la foresterie, on fait ça pour les humains, puis ça a les décisions qu'on prend ben, influencent les systèmes humains aussi. J'arrive aussi à la conclusion qu'il n'y a pas vraiment de faille fatale dans nos pratiques de foresterie actuelles. Il faut qu'on fasse confiance à la sylviculture et au génie forestier. Donc, c'est la fin de ma présentation. Est-ce que vous prenez la parole en salle? Oui, Evelyne, est-ce que tu nous entends cette fois-ci? Oui, je vous entends. Super, donc on va passer à la période des questions. Donc, je rappelle comment ça va se dérouler, là. Les gens en ligne, écrivez vos questions dans le chat, puis on va passer le micro aux gens dans la salle. Pour ceux qui en auraient, levez simplement la main. Frédéric va se promener. Là, j'entends rien dans la salle. Allô, Evelyne, est-ce que tu m'entends? Oui, Allô, c'est Samuel Roy-Proux. oui. J'avais une question. J'avais une question au début de ta présentation. Tu montrais un peu la proportion de crédits compensatoires qui étaient utilisés en Californie. Ça allait jusqu'à 2020. Maintenant, c'est ça, avec tous les feux qu'il y a eu en 2024 en Californie, qu'est-ce qui se passe avec les crédits compensatoires? Est-ce qu'ils peuvent encore en accorder? Ça, j'imagine que ça a dû baisser. Est-ce que tu es un peu au courant là, de la situation plus récente des crédits compensatoires? Euh,
En fait, tu sais, les zones qui ont brûlé, il y a certaines zones qui faisaient partie de projets de crédits compensatoires qui ont effectivement brûlé. Mais tu sais, la Californie, c'est un immense État, là. Donc, les endroits qui ont brûlé, tu sais, c'est pas 100% des crédits compensatoires qui ont brûlé. C'est sûr que ça a créé une certaine panique là, dans le réseau, ben, tu sais, dans les producteurs les producteurs forestiers. Mais c'est ça, les zones qui ont brûlé, c'est pas nécessairement les zones où il y avait le plus de foresterie. Là, tu sais, comment que le marché du crédit carbone va s'ajuster? Ben, tu sais, on entendait dire, ben là, il faudrait qu'on mette plus de crédits de réserve qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on plante beaucoup plus d'arbres que ce qu'on a besoin. Puis on dit, ben là, s'il y en a une partie qui brûle, au moins, on va utiliser les arbres de réserve. Donc, c'est une façon que c'est géré, là. Donc, pour que ça ne soit pas nécessairement une perte nette là, quand on fait quand le feu brûle. Mais c'est sûr que ça crée un peu de panique. Je dirais ce qui a créé le plus de panique, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont sorti qui mettaient en doute la légitimité de ces crédits-là, donc la façon qu'ils calculent l'additionnalité. Tu sais, l'additionnalité, c'est de dire il faut faire plus que le cours normal des affaires. Et la façon que l'additionnalité est calculée pour plusieurs projets californiens, ben c'est ça. Ça a été mis beaucoup en doute, là. Et donc, qu'est-ce que ces crédits-là sont des crédits réels? Ce n'est pas un problème juste des crédits californiens, là, c'est partagé ailleurs dans le monde, mais l'idée du calcul de l'additionnalité, là, c'est ça qui a fait particulièrement mal. Parfait, merci. Ah, salut Evelyne, tu m'entendais? Oui, je Daniel t'entends. Gouge du Surfo et aussi ancien étudiant de toi-même. Petite question pour CBM, CFS. En fait, on parlait tantôt qu'il y a peut-être un biais positif des coupes partielles. Là, je sais qu'ils sont en train de le remettre à jour en ce moment au fédéral. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a des corrections genre, qui s'en viennent là-dessus ou y a-tu des Ben, changements là-dessus? c'est sûr que la façon qu'on le faisait dans CBN, c'était pas vraiment possible de simuler directement une coupe partielle. Ce qu'on pouvait faire, c'était des mini coupes totales. Tu sais, c'est le mieux qu'on pouvait faire. Là, dans les améliorations, ben, c'est qu'il va y avoir un détail plus grand des espèces. C'est que là, on pouvait simuler un feuillu puis un résineux, puis c'est tout. Là, on va avoir un détail un peu plus pour les espèces. Mais tu sais, ce qui est important, c'est la réaction du peuplement suite à la coupe. Tu sais, dans CBM, tu dois lui fournir ta courbe de rendement. Tu te dis, ben là, quand je fais une opération sylvicole, voici comment la forêt va pousser. Tu sais, c'est pas un modèle processuel. Tu sais, il ne va pas estimer la façon que la forêt va réagir à une éclaircie. Tu sais, c'est juste par comparaison, mettons, à, je sais pas, Artemis. Bon, un modèle qui a été développé au Québec, ben là, sur la base de données empiriques, ben on est capable de simuler un peu plus la réaction de la forêt face à une intervention sylvicole, ce que CBM ne fait pas. Donc, est-ce que une amélioration serait certainement d'avoir des courbes de réponse suite à une courbe partielle, des courbes de réponse réalistes, donc comment que les arbres résiduels vont réellement pousser. Ce que ne fait pas CBM par lui-même. Il faut juste faut que tu y fournisses toi-même tes courbes. Donc, je n'ai pas l'impression que la nouvelle mouture va nécessairement régler ça parce qu'il ne devient pas un modèle processuel. Il y en existe d'autres modèles processuels. Euh, j'ai utilisé Landis dans d'autres travaux. Landis était aussi extrêmement optimiste avec la coupe partielle, mais c'était un peu à cause des paramètres qu'on a mis dedans, qui étaient, on pense, les meilleurs paramètres qu'on pensait. Ben là, ça faisait pousser les arbres résiduels de manière fantastique. Et donc, aussi, la coupe partielle avait l'air merveilleuse parce que les arbres résiduels poussaient vraiment beaucoup. Donc, je pense que c'est l'accumulation de données empiriques, l'utilisation de modèles, l'amélioration des modèles processuels. Puis, je pense que Artemis est vraiment un bon exemple là, qui va nous permettre d'améliorer là, notre capacité à prédire l'impact là, de la coupe partielle sur les stocks de carbone. Ah, fait que c'est plus au niveau des courbes de rendement là, qu'il faut qu'on adapte ça au final. Là, ouais. Exact. Excellent. Hey, merci beaucoup. Ouais, on va prendre une ou deux questions en ligne, là, mais on va pas avoir le temps de toutes les passer à voir la quantité qui défile.
Bonjour Evelyne. Monsieur Picard aimerait savoir, est-ce que c'est toujours mieux de construire en bois plutôt qu'en béton suite à tes nouvelles constatations? Ça reste vrai, là. Tu sais, l'utilisation des produits du bois, surtout dans des utilisations de longue durée comme la construction, ça reste complètement vrai. Tu sais, puis là, les études le montrent, là. Tu sais, le stockage dans les produits du bois, ben, non seulement tu remplaces des produits d'origine fossile qui vont toujours à long terme être plus dommageables que le bois, mais c'est aussi que le fait de stocker du carbone dans les produits du bois, ben, c'est comme une genre d'assurance. Tu sais, que tu diversifies ton portfolio. C'est que tu as du carbone en forêt qui est susceptible aux perturbations naturelles, mais tu as du carbone que tu mets dans les produits du bois. Et donc, pendant qu'il y a des produits du bois, ben, il n'est pas dans l'atmosphère. Et donc, ça reste une bonne idée. Donc, la construction en bois reste définitivement une bonne solution. L'affaire qu'il faut améliorer, c'est vraiment la fin de vie des produits du bois. Ça, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on a tous nos travaux qui montrent que notre problème, notamment au Québec, c'est la façon qu'on gère la fin de vie des produits du bois. C'est qu'il y en a encore une part trop importante qui s'en va dans les sites d'enfouissement. Et donc, de voir comment est-ce qu'on peut peut-être designer nos constructions pour qu'elles soient plus faciles à recycler lorsque les constructions sont rendues en fin de vie. Est-ce qu'il y a des moyens de valoriser le bois post-consommation, donc par la bioénergie, les bioproduits, les panneaux notamment? On a un beau projet de recherche sur les panneaux. Et donc, c'est pas la construction en bois. L'utilisation du bois, ça reste vrai. C'est la fin de vie des produits du bois là, qui est le bas qui blesse présentement, mais qui n'est pas irrésoluble. Là. On est capable de travailler là-dessus. Merci. Ensuite, Monsieur Matt aimerait savoir comment expliquer un bilan net pratiquement à zéro en 2009 au Québec. C'était dans le graphique au début de la présentation. Pour la forêt, attendez, je vais juste... Un bilan net. OK, le bilan des terres. J'imagine qu'on parle du bilan des terres. Euh, Pourquoi qu'il était? Ben, tu sais, c'est que dans le fond, le bilan d'une année donnée, c'est sûr qu'il reflète ce qui s'est passé dans les années précédentes. Bon, on voit, on était dans une crise économique là, en 2009, on sortait de la crise économique, donc il y avait eu quand même une baisse de récolte importante dans les années précédentes. Donc, baisse de récolte, ça augmente la séquestration en forêt, ça diminue les émissions, ça fait moins de produits du bois sur les marchés aussi. Donc, c'est peut-être cette conjoncture-là là, qui fait que le bilan était presque à zéro là, à cette période-là. Côté feu, je ne me souviens pas comment que ça allait dans ces années-là, mais les feux, ils ne font pas partie de l'inventaire des terres, sauf que le fait que tu as un territoire qui brûle, ben, ça a une influence sur le territoire qui te reste à aménager. Donc, c'est peut-être des circonstances comme ça. J'aurais envie de dire que c'est probablement la crise économique là, qui a réduit la récolte dans ces années-là là, qui doit expliquer ce bilan-là. Merci. On a encore 3 ou 4 questions. On va prendre choisir une pour terminer. Est-ce que ça vous va? Monsieur Brousseau aimerait savoir, avec l'appel de projets actuellement en cours au Québec, pour compléter le réseau d'aires protégées, est-ce qu'on devrait prioriser des aires de conservation aménagées, entre guillemets, avec foresterie, ou des aires de protection stricte au niveau uniquement du bilan du carbone? C'est vraiment une bonne question. Puis là, avec tous mes constats des dernières semaines, j'ai de la misère à répondre de manière définitive. Tu sais, je pense que pour bien répondre à cette question-là, il faudrait faire le genre d'analyse qui a été faite à l'échelle mondiale, puis dire, bon, si on met une forêt sous protection stricte, quel sera l'impact sur l'aménagement, sur le reste des territoires? Puis donc, tant au Québec qu'à l'extérieur du Québec. Si on fait plutôt des aires de conservation aménagées, donc ça va vouloir dire probablement un niveau de récolte un peu plus faible. Donc, quel va être l'impact, encore une fois, sur l'aménagement forestier, sur le reste du territoire? Et donc, je n'ai pas fait ce genre d'études-là encore, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire assez facilement et qu'on devrait faire, en fait, sachant l'interconnexion entre la séquestration en forêt, les produits du bois, les décisions d'aménagement qui se font ailleurs. Je n'ai pas osé le dire, mais dans le fond, dans les travaux que je montrais à l'échelle mondiale, ce qu'on montrait, c'est que le mieux, c'était des aires de conservation strictes
parce que ça faisait de la sylviculture plus intensive ailleurs. Tu sais, c'était ça leur conclusion. Ça ressemble à la triade, OK? Je fais juste dire ça. On a entendu parler beaucoup de la triade pour toutes sortes de mauvaises raisons dans les derniers mois. Mais tu sais, l'idée d'avoir des aires de conservation strictes et de la sylviculture plus intensive ailleurs, d'un point de vue carbone, ça a l'air être pas pire. Ben, merci beaucoup, Evelyne. Merci à tout le monde pour vos questions. Merci à tout le monde pour votre présence. C'est ce qui conclut notre premier café-conférence. On se donne rendez-vous le 9 décembre prochain pour une conférence de Monsieur, excusez-moi, j'ai Ghislain Breton, ingénieur forestier à la Ville de Québec, qui va nous parler à ce moment-là de foresterie urbaine. Donc, surveillez nos courriels dans les prochaines semaines pour plus de détails. Puis sinon, l'enregistrement de cette présentation se retrouvera d'ici quelques jours sur le YouTube de l'OIFQ. Merci et bonne journée tout le monde. Juste pour dire, ceux qui ont des questions encore, n'hésitez pas à me contacter. Là, il y avait toute une liste de questions, mais ça va me faire plaisir de poursuivre la conversation par courriel autrement là, avec vous tous.